Donc, le programme pour aujourd'hui, nous avons environ 1 heure et demie ensemble. Je vais faire une brève mise en contexte de qu'est-ce qu'on entend quand on parle de transformation numérique. En deuxième partie, je vais mettre l'emphase sur les questions de confidentialité, de protection de la vie privée, vraiment à haut niveau. Comme je mentionnais, c'est pour vraiment poser des questions, identifier les risques éventuels et parler un peu de cybersécurité. Et à travers ces deux sections, je vais vous proposer quelques questions de discussion en groupe pour ressortir aussi peut-être certaines de vos expériences. Et à la fin, comme j'ai mentionné comme objectif, c'est de vous outiller, de partager certaines meilleures pratiques avec lesquelles vous pourriez repartir aujourd'hui. Donc, évidemment, en tant qu'avocate, je dois donner le classique. Évidemment, les informations que je vous donne aujourd'hui, c'est de l'information juridique. Je vous parle de l'état du droit, je vous parle des règles, des lois en général. Elles vont peut-être pas s'appliquer à votre organisme, à votre organisation de façon spécifique. Donc, pour cela, je vous invite vraiment à consulter un avocat, une avocate pour connaître les particularités de votre organisation. Donc, pour commencer, j'aimerais ouvrir peut-être la discussion, puis vous pouvez soit ouvrir votre micro pour partager votre perspective ou l'inscrire dans le chat, donc dans la boîte de discussion. Comment, selon vous, la transformation numérique vous affecte ou affecte votre organisation? Qu'est-ce que vous constatez comme enjeu jusqu'à présent? Donc, n'hésitez pas à partager certains bons coups ou mauvais coups que vous avez expérimentés ou certaines préoccupations que vous rencontrez. Oui, je peux Risque commencer. de fraude, oui, oui, André Bisson. Donc, si vous permettez, je vais vous appeler par le nom que je vois Oui, ici. c'est ça. André, allez-y. Ben là, c'est aussi savoir comme on a de l'information qu'on prend quand on fait notre nos soccer pour l'été. Ben, nous avons un paquet d'informations des parents, des jeunes. C'est juste qu'on veut pas se mettre dans le trouble non plus en utilisant ces informations-là non proprement, comme qu'on est supposé, parce qu'il y a de ces informations-là qu'on remet aux coachs pour qu'ils puissent les contacter s'ils sont pas là, pis tout ça. Fait que c'est vraiment savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour pas être dans le trouble, puis tout ça, là. Tout à fait. Donc, en effet, c'est de recueillir de l'information pour offrir vos services, mais aussi quels sont les risques quand on les partage avec d'autres personnes. Très bien. Je vois aussi dans le chat risque de fraude qui augmente. En effet, avec l'information, les données disponibles de plus en plus dans l'univers numérique, c'est beaucoup plus facile d'y accéder. Il y a quelques décennies, il fallait aller fouiller dans certaines places pour avoir accès à l'information, avoir accès aux données. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus facilement accessibles et avec les risques donc d'usurpation d'identité, les risques d'utiliser les données à des fins criminelles ou pas tout à fait intentionnelles dès le départ. Je vois Maître Doyle, donc la protection des renseignements personnels des participants. Euh, Pardon, il y a beaucoup de commentaires. Donc, les renseignements personnels de participants à nos activités semblent être la préoccupation dominante. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations aujourd'hui, juste dans notre événement? On a mentionné que c'est enregistré, ça va être partagé sur les médias sociaux ou en ligne. Et donc en d'autres mots, plusieurs personnes sauront que vous étiez à cette formation. Donc, en effet, ça donne beaucoup de préoccupations à ce niveau-là. Nathalie mentionne aussi que dans les petits organismes communautaires ou les organisations à but non lucratif, non seulement il y a des bénévoles, mais il y a beaucoup de roulement de personnel. Donc, le partage des connaissances, le savoir, les pertes d'accès au compte électronique, donc une perte de cette gestion de l'information et avec peut-être des risques additionnels.
Donc, merci beaucoup pour vos commentaires, dans le fond, c'est tout à fait, vous avez vraiment mis l'emphase sur les besoins que vous rencontrez au quotidien. Mais quand on parle de transformation numérique, à quoi on fait référence avant de plonger vraiment dans l'enjeu de la protection des renseignements personnels? Donc, quand on entend transformation numérique, on pense que c'est un objectif, c'est un but, c'est une destination. On s'en va d'ici à un statut, un état qui s'appelle transformation numérique. Or, c'est plutôt un voyage ou un cheminement. Donc, c'est pas juste une destination. Donc, c'est des petits changements qu'on fait au fur et à mesure dans le but de justement maximiser l'utilisation de certaines technologies, améliorer nos processus, améliorer ce partage de connaissances donc ce maintien, cette expertise là qu'on développe et ce savoir qu'on développe au fur et à mesure que les organisations évoluent avec leurs connaissances. On voit aussi que on pense aussi, quand on pense à transformation numérique, on numérise tout. On n'a plus de papier. Or, c'est pas juste ça. C'est aussi une question de stratégie et non pas seulement de changer et adopter une technologie. Donc, c'est une approche de revoir nos façons de faire. Comment, oui, on peut intégrer certaines technologies, mais c'est beaucoup plus global. Comment on peut aussi utiliser d'autres sources et d'autres façons de faire pour justement profiter de cette interconnexion qu'offre la transformation numérique. On a parfois peut-être peur de parler de transformation numérique parce qu'on voit la perturbation, on change nos façons de faire, il faut changer de culture, il faut changer, donc vraiment la perturbation de notre organisation. Or, si on prend plutôt une lentille de flexibilité, on est agile, on veut tester des fois des petites choses, puis les améliorer. Donc, des fois, c'est des petits changements qu'on peut apporter pour bénéficier de cette transformation numérique et non pas imaginer que c'est une montagne, mais voir comment on peut y aller une étape à la fois. Quand on regarde, puis désolé, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais ça vient du site de l'OCDE et puis les liens sont dans la présentation si vous voulez en savoir plus. Mais dans ce contexte de transformation numérique, évidemment, il y a plusieurs technologies, certaines existent depuis des décennies, d'autres sont plus émergentes. Et on pense que c'est juste dans les organisations comme des sociétés, les organisations à but lucratif, justement. Or, dans certains contextes, on le voit aussi dans des petites associations, dans les organismes à but non lucratif. Vous avez ici une liste de certains termes, de certaines expressions, de certaines technologies que vous avez peut-être entendu parler ou on entend presque à toutes les sauces, puis on pense que c'est des bons buzzwords à intégrer, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Je n'irai pas dans le détail de qu'est-ce que ces technologies sont, mais mais je vais mettre l'emphase sur certaines qui affectent, en fait, toutes peuvent affecter votre organisation, mais certaines qui sont peut-être les plus, qu'on retrouve peut-être davantage déjà dans le milieu des organismes à but non lucratif. Donc, évidemment, on travaille de plus en plus, presque toujours en format numérique et on sauvegarde nos données de plus en plus dans le nuage. Donc, si on a un Google Drive, un OneDrive, un Box, un Dropbox, toutes ces technologies-là, c'est le nuagique, dans le sens que c'est pas localement sauvegardé sur notre ordinateur ou sur un serveur, un ordinateur que nous contrôlons. Donc, il y a cet endroit où on place nos données, donc que ce soit des fichiers de travail, peu importe, et de plus en plus de services dans ce type d'environnement. Donc, si dans votre organisation, par exemple, vous utilisez l'ancienne suite de Microsoft, par exemple, Microsoft Office, mais maintenant, vous avez peut-être Office 365 qui est complètement en ligne. Vous avez peut-être
pas l'application localement sur votre ordinateur, mais vous avez accès à ces services par un système d'abonnement quelconque. Mais il y a donc cet aspect-là qui est, dans le fond, quasiment omniprésent dans nos organisations. On parle évidemment quand on a ces données-là qui sont un peu qui sont hors de notre contrôle, comment on les sécurise? OK, donc on va en parler un peu plus tard, mais c'est un des enjeux de la transformation numérique. Comment on peut améliorer l'accès puis la gestion de ces données? Donc, tantôt, André a mentionné, on a beaucoup d'informations sur les parents, sur les enfants, puis on les partage avec d'autres personnes. Comment on peut mieux gérer ce flux d'informations, mais le protéger aussi? Aussi être plus efficace. Donc, le fait que on a toutes nos applications intégrées, en principe, ça donne ça fait en sorte que notre travail est plus efficace, mais aussi on recherche une plus grande transparence de quelle information on détient, puis de quelle manière on l'utilise. Et puis finalement, en pensant à transformation numérique, c'est aussi une meilleure collaboration. Donc, quand on travaille en ligne, quand on utilise tous ces outils-là, normalement, elle devrait améliorer nos capacités de collaboration et de communication en ayant tous accès aux mêmes outils de travail, aux fichiers de travail, etc. Parmi les autres technologies qui sont identifiées dans ce cercle, qui représentent l'écosystème des technologies, vous avez peut-être entendu parler de la blockchain ou de la chaîne de blocs. C'est tout simple, imaginez tout simplement une base de données, mais au lieu qu'elle soit dans un seul fichier, elle est entrecoupée entre plusieurs fichiers qui sont sur plusieurs ordinateurs. Donc là aussi, on a l'impression de perdre le contrôle sur cette base de données, mais peut-être il y a certains avantages qui sécurisent davantage cette base de données. Et donc, si un ordinateur est attaqué, il y a juste les données qui sont sur cet ordinateur-là qui vont être affectées et non pas le reste. Mais c'est une technologie qui est utilisée pour des fois gérer des contrats, gérer aussi la crypto-monnaie. Donc, c'est la technologie qui permet à la base de permettre les fameuses crypto-monnaies comme le Bitcoin et certains organismes à but non lucratif, peut-être de plus grande taille, ou commencent à recevoir des fonds en crypto-monnaie. Et donc, il y a certainement une technologie de blockchain ou de chaîne de blocs derrière ça. Quand on parle, donc, l'Internet des objets, donc, quand on parle d'Internet des objets, c'est tous ces équipements qui sont interconnectés. Donc, pensons non seulement à notre téléphone portable et notre ordinateur, mais une montre intelligente, un thermostat intelligent. Donc, toutes ces infrastructures ou ces outils qui sont interconnectés grâce à Internet, mais là aussi, il y a des risques qui sont reliés à ça. Donc, ça, c'est un portrait du contexte de la transformation numérique. Et évidemment, dans la formation d'aujourd'hui, nous mettrons l'emphase sur la question de la vie privée, la protection de cette vie privée et la cybersécurité. Donc, c'est les principaux sous-thèmes sur lesquels je vais m'attarder. Mais au cœur, donc, le dénominateur commun de toutes ces technologies, c'est les données. Puis quand on parle de données, on va voir c'est très vaste, mais on parle aujourd'hui du new oil, donc le nouvel or qui a de la valeur. Donc tout le monde veut des données pour pouvoir mieux exploiter les données, offrir de meilleurs services. On veut utiliser les données. Donc c'est vraiment les termes clés qui sont devant nous face à la transformation numérique. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe au prochain sujet? Peut-être s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Donc, pourquoi c'est pertinent? Je vais vous éviter de lire, donc vous l'aurez dans la présentation, mais pourquoi c'est pertinent de parler de tout ça dans le contexte des organismes à but non lucratif? Puis, je vous partage cette citation qui est plus éloquente que ce que je pourrais partager avec vous.
Et c'est un commentaire qui vient de la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, suite à la publication d'un livre blanc sur la question donc, de la protection des renseignements personnels, de la vie privée, qui a été publié par le ministère des Services gouvernementaux en 2020-2021, là, dans ces années-là. Donc, on réalise, puis comme on va le voir dans les prochaines minutes, qu'il y a comme un petit vide. Donc, on a un cadre juridique qui va couvrir les organisations dans le secteur public, les organisations dans le secteur privé, mais les organismes à but non lucratif sont un peu, des fois, peuvent s'échapper là, entre ces deux grandes catégories. Et on est conscient de la grande quantité de données qui existent dans toutes les organisations, que ce soit le nom de vos donateurs, le nom de vos membres, le nom de vos clients, et ainsi de suite. Votre savoir-faire, les statistiques que vous développez, mais aussi comment elles peuvent être reliées à vos clientèles, comment vous fusionnez ces données puis vous les reliez. Mais il y a beaucoup de données. Puis évidemment, avec la pandémie, on travaille tous en ligne. Maintenant, il y a encore de plus en plus de données qui sont partagées dans le cyberespace, donc sur Internet, entre nous, en mode électronique. Mais il y a cet enjeu qu'aucune loi n'est spécifique donc, aux organismes. Puis on va voir un peu plus tard que l'objectif de ce livre blanc, c'était dans le cadre d'une consultation pour aller vers une couverture aussi des organismes à but non lucratif. Donc, d'où le lien, donc, transformation numérique, la quantité de données et la protection de celle-ci. Donc, je vais passer à la première partie comme telle de notre sujet d'aujourd'hui, la protection de la vie privée et des renseignements personnels. Pourquoi on met pourquoi on met les deux, donc vie privée puis renseignements personnels? Donc, c'est difficile de juste définir c'est quoi la vie privée. Puis souvent, c'est pas un terme qui va être défini dans les lois parce que, bon, ça peut être très vaste là, comme définition, mais si on regarde un peu l'histoire, l'évolution de ce cadre de protection, au départ, on parlait de la résidence ou comme la maison où quelqu'un habite, c'est comme son château, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche. On a cet environnement auquel on a le droit à une certaine vie privée. Mais on va voir que dans la législation, on parle beaucoup plus de renseignements personnels. Puis dans certains autres pays, on va parler plutôt d'informations personnelles. Mais ici, donc au Canada, on parle plutôt de renseignements personnels, puis on va définir ce que c'est par la suite. Mais pourquoi il y a tout ce cadre juridique donc, de la protection des renseignements personnels et de la vie privée? Mais évidemment, ces règles-là permettent d'établir, plutôt de déterminer quels renseignements personnels les organisations peuvent collecter et de quelle façon, par quels moyens. Elles vont aussi clarifier quelles sont les règles qui vont régir donc le traitement puis la gestion et le partage de ces informations-là avec d'autres entités, qu'elles soient des institutions, des organisations. Mais aussi établir des procédures pour que les personnes puissent accéder aux renseignements qu'une organisation a collectionnés à leur sujet, de valider leur exactitude puis de les faire corriger aussi éventuellement. Et ce dernier aspect, c'est ce qu'on appelle l'accès à l'information. Donc, souvent, on l'entend dans le contexte gouvernemental où un journaliste a fait une demande d'accès à l'information à une organisation publique, puis donc, on a pu obtenir des renseignements assez intéressants, mais aussi on le voit dans le contexte privé où normalement une personne qui sait que cette organisation collecte des données à son sujet, elle peut les demander puis valider leur exactitude. Donc ça, c'est les objectifs généraux de cet aspect-là. Donc au Canada, avec donc les différents niveaux de compétences,
la question de la vie privée et des protections, donc des renseignements personnels, est divisée évidemment entre les paliers de gouvernement. Donc, au fédéral, puis je n'irai pas dans les détails là, de chacune des lois, mais au fédéral, on a la loi sur la protection des renseignements personnels, ou vous allez l'entendre plus souvent peut-être en anglais, le Privacy Act. C'est la loi qui s'applique aux organisations du secteur public, donc les ministères, donc les agences gouvernementales publiques. C'est la loi qui va décrire donc des objectifs qu'on vient de couvrir et c'est ce qu'on va retrouver dans cette loi-là. D'un autre côté, pour le secteur privé, nous avons, donc c'est un très long nom, donc la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques. Mais souvent, vous allez entendre le terme, plus souvent, donc le terme en anglais, le PIPEDA. Donc, vous allez plus voir le terme anglais, mais ça va s'appliquer donc aux organisations privées. Mais là aussi au niveau fédéral, donc les organisations qui sont donc de juridiction fédérale, ça va aussi s'appliquer sur les renseignements personnels que ces organisations-là vont collectionner, comment elles vont l'utiliser et divulguer par la suite. Donc, ça, c'est au niveau fédéral. Donc, si certaines organisations parmi donc, celles que vous représentez aujourd'hui sont dans ce contexte, il y a une possibilité que ces lois s'appliquent à vous. Mais là aussi, on va voir, c'est pas toujours très clair. Mais sachez que c'est une option. Là aussi, au niveau provincial, on a d'autres lois. Donc, c'est ça qui est intéressant au Canada, c'est qu'il n'y a pas juste une loi. Donc, c'est pas comme, je sais pas, le code criminel, ça s'applique, c'est clair pour tout le monde. Au niveau de la protection de la vie privée et des renseignements personnels, c'est un peu plus comme un puzzle, un casse-tête que, bon, où est-ce qu'on se trouve, puis quelle loi va s'appliquer. Lorsque la loi, donc la LPRPDE ou PIPEDA, donc c'est plus facile à prononcer en anglais, a été adoptée, il y a certaines provinces qui ont aussi adopté des lois et qui ont été considérées, elles sont dans le fond considérées comme substantiellement similaires à la loi fédérale. Et dans ce cas-là, ces lois-là vont s'appliquer à la place de la loi fédérale, donc la PIPEDA. Et ces lois, en général, sont donc au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Dans ce cas-là, donc, ce sont ces lois-là que vous avez devant vous qui vont s'appliquer. Mais dans le cas où une province ou un territoire n'a pas de loi, mais c'est la loi fédérale qui va s'appliquer. Mais il faut toujours voir, c'est donc, dépendamment de votre province, est-ce qu'il y a d'autres lois qui vont s'appliquer selon aussi votre secteur d'activité. Et c'est ce que on va regarder aujourd'hui en Ontario, puisque c'est un peu plus notre point, notre focus aujourd'hui. Donc, en Ontario, puis ça, c'est la partie un peu moins intéressante. On va passer aux questions pratiques sous peu. Donc, il y a, en plus de la PIPEDA, donc, puis désolé si j'utilise le terme en anglais, mais c'est plus facile à utiliser. En plus de celle-là, qui peut aussi s'appliquer en Ontario, il y a 3 lois que c'est important à connaître. Donc, la première, c'est la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Donc, elle va s'appliquer notamment au gouvernement provincial, les universités, les collèges, les hôpitaux et certains organismes qui sont désignés dans cette loi-là. Donc, ce serait la place où aller voir si vous œuvrez là, dans une de ces catégories-là. Dans le domaine de la santé, l'Ontario a une loi spécifique pour ce domaine-là. Donc, toutes les organisations ou les personnes, les organisations qui offrent des soins de santé ou des soins reliés aux soins de santé, où il y a un échange d'informations reliées aux informations de santé. Aussi les gardes, comment on garde, puis on fait attention aux données. Si on est dépositaire d'informations de santé, cette loi-là est hyper importante. Je ne vais pas l'aborder en détail ici, mais si votre organisme travaille dans ces domaines-là, ça, c'est une loi qu'il faut absolument connaître et probablement avoir des formations plus poussées là-dessus
pour vos employés et pour vous. Finalement, la troisième loi touche le monde municipal. OK? Donc, si vous êtes dans ce monde-là, donc au niveau des villes, des municipalités, des conseils scolaires, police, plus des entités administratives, il y a aussi une autre loi. Mais on va voir, je n'irai pas dans les détails de chacun, mais on va voir l'esprit général, donc les bonnes pratiques à retirer de ce cadre juridique-là, de ces différentes lois. Juste avant ça, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil. Oui, Maître Doyle, je vois une main levée. Oui, c'est moi. C'est au sujet de ce qu'on appelle maintenant la loi 25 au Québec, Oui. qui remplace celle qu'ils avaient auparavant en matière de protection de la vie privée et qui s'aligne sur les lois de l'Union européenne en la matière et qui est particulièrement rigoureuse, exigeante et contraignante et coûteuse si on est en contravention. Et qui s'applique à n'importe quel organisme sur le territoire ou à l'extérieur du territoire du Québec qui détient des renseignements personnels de résidents du Québec. Donc, potentiellement des organismes en Ontario. Et qui une des obligations, c'est d'avoir une personne responsable des renseignements personnels, ensuite un plan de gestion, puis ensuite une divulgation obligatoire si l'information est coulée ou s'il y a une fuite de renseignements. Est-ce que, je pense que tu as parlé tantôt du livre blanc de l'Ontario, je ne l'ai jamais parcouru, mais est-ce qu'il contient Est-ce qu'on envisage donc au gouvernement de l'Ontario d'avoir quelque chose d'aussi contraignant? Très, très bonne question. Je vais effleurer la question de la loi 25 qui est maintenant en vigueur. Donc c'est une loi, je pense que je le mentionne quelque part dans ma présentation, mais en effet, si votre organisation a des activités au Québec ou transige de l'information au sujet de résidents du Québec, il faut porter attention à cette loi-là. Au niveau de l'Ontario, évidemment, il y a eu des consultations, puis c'est vraiment dans ce cadre de transformation numérique, puis on veut aller vers ce centre, puis je vais l'aborder plus tard, mais en effet, on s'en va vers ça, puis on n'a pas le choix. Par contre, à mon avis, on attend un peu ce que le fédéral va faire, parce qu'actuellement aussi, il y a une loi, puis je vais l'aborder brièvement, il y a une loi qui est proposée, puis qui est en deuxième lecture au Parlement, qui risque de changer la fameuse PIPEDA. Puis je pense donc les provinces attendent de voir comment cette loi-là va évoluer pour ajuster les leurs. Mais en effet, on va voir à travers les prochaines diapositives où on s'en va vers un cadre un peu plus rigoureux. Il y a des attentes, il y a des responsabilités. Puis même si on est un petit organisme, il y a quand même ces responsabilités-là. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de s'informer. Donc, de quelle loi peut s'appliquer, puis dépendamment de nos activités. Je reviens là-dessus dans quelques secondes. Mais en effet, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, puis avec qui on fait, quelles sont les informations qu'on a, puis d'être vigilant à ce niveau-là. Au niveau du clin d'œil international, je ne ferai pas le survol de toutes les lois parce que il y en a un peu partout, là, en Asie, en Californie, et tout ça qui peuvent aussi vous affecter. Mais je voulais jeter un coup d'œil à la loi au règlement que M. Doll a mentionné. Donc, dans l'Union européenne, donc le règlement général sur la protection des données, où vous allez peut-être entendre ou lire régulièrement le GDPR. Donc, là aussi, on voit plus souvent le terme en anglais. Mais c'est un règlement qui a été adopté en 2018, puis qui a du mordant. Donc, c'est une des lois les plus, c'est ça, un des cadres les plus rigides, les plus stricts et qui a du mordant dans le sens que il y a des pénalités assez importantes. De mémoire, c'est comme autour de 20 millions d'euros si justement les règles ne sont pas respectées ou 4% même des revenus de l'organisation de l'entreprise. Donc, si on ne fait pas attention,
aux exigences, donc d'avoir une personne qui est responsable pour ces questions-là de protection des renseignements personnels. Si on n'a pas les autorisations des personnes et si on ne les avise pas que leurs renseignements sont collectés, puis à quelle fin, etc., les pénalités peuvent être assez sérieuses. À l'heure actuelle, donc selon la liste que j'ai vue, il y a beaucoup de gens en Europe, mais il y a aussi comme les Google de ce monde, les Amazon, puis il y a des hôpitaux, etc., qui font partie de la liste des gens qui ont écopé. Et pourquoi? Donc, actuellement, le Canada révise sa loi, donc la fameuse PIPEDA, pour se conformer un peu, pour devenir adéquat dans les yeux comme l'Union européenne, parce que sinon, il y aura ce manque de confiance. Donc, la loi, elle était considérée comme adéquate avec le cadre européen, mais là, ça devient urgent de la mettre à jour avec ces nouvelles exigences. Par exemple, un des inconvénients ici, c'est que, par exemple, des commissaires à la protection des vies privées, oui, ils peuvent faire des enquêtes, ils peuvent proposer des recommandations, mais ils ne peuvent pas toujours donner des pénalités ou obliger des organisations. Donc, il n'y a pas vraiment de pénalité. Donc, dans les propositions du nouveau projet de loi, il y aura certaines de ces sanctions, donc des pénalités, des exigences. Il y a même une proposition de donner plus de pouvoir au commissaire. Mais je voulais juste donner un coup d'œil là-dessus. Je n'irai pas plus en détail, mais c'est pour ça qu'on travaille beaucoup actuellement à la mise à jour de notre cadre de protection. Donc, pour vous, comme organisme, laquelle s'applique à vous en mode ligne? Oh, il n'y a aucune qui s'applique spécifiquement à vous, donc la loi sur la protection de la vie privée dans les organismes, mais comme on l'a vu, les organismes ne sont pas systématiquement exclus. Donc, si vous êtes dans des domaines qui travaillent avec des données de la santé, etc., ben, il y aura peut-être la loi provinciale. Si vous travaillez avec d'autres provinces ou ailleurs, avec des gens ailleurs dans le monde, il y a peut-être d'autres lois qui s'appliquent. Ce qu'il faut regarder, c'est pas votre statut. On ne peut pas dire « Ah, moi, je suis un organisme à but non lucratif, je suis protégé, je suis un petit organisme. » Non, c'est qu'est-ce que vous faites vraiment? Quelles sont vos activités? Et on va voir tantôt, le mot-clé, c'est activité commerciale. Donc, dès que vous faites de l'argent avec votre activité, donc c'est commercial, elles peuvent s'appliquer. Puis aussi le lieu de la prestation de vos services, comme on l'a mentionné, donc à qui, où se trouvent vos clients. J'ai sorti quelques exemples. Donc, dans le passé, il y a eu un service de garde qui est un OSBL qui était considéré comme réalisant des activités commerciales et donc la loi s'appliquait à lui. Dans un autre contexte, un conseil d'administration qui administrait des examens d'admission à une faculté universitaire. Donc, dans ce cas-là, c'était aussi considéré comme un organisme qui offrait des activités commerciales et qui devait répondre donc des lois sur la protection de la vie privée. Lesquels s'appliquent à vous? Évidemment, il faudrait regarder votre organisme en particulier et c'est là où je vous réfère peut-être plus à des conseils, mais en attendant, je vous réfère à ce site que vous allez retrouver dans votre présentation. Et en fait, ce site-là est quand même bien fait là, sur le site du commissariat à la protection de la vie privée parce que selon ce que vous faites, vous avez un petit menu déroulant, puis ça va vous référer une loi. Donc, ça vous aide un peu dans votre démarche puis dans votre réflexion à ce sujet. Maintenant, je vais passer rapidement sur certains concepts clés qu'il faut démystifier au départ pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on veut gérer toutes ces informations-là. Et le premier que j'ai mentionné déjà à quelques reprises, c'est le fameux renseignement personnel. Donc, c'est quoi un renseignement personnel? Ben, je vous partage la définition donc, de la PIPEDA ou de la LPRPDE. Donc, c'est tout renseignement concernant un individu identifiable. Donc, ça, c'est le mot-clé. C'est-à-dire que c'est juste mon nom, Christiane Sade,
c'est pas vraiment un renseignement personnel. Mais là où ça devient un renseignement personnel, c'est quand on inclut avec ma date de naissance, avec mon adresse, avec d'autres facteurs, enfin d'autres renseignements qui peuvent m'identifier comme tel. Mais juste voir mon nom, il y a peut-être d'autres Christiane Saad dans le monde, mais en liant ces autres éléments, là, on commence à pouvoir m'identifier de façon spécifique. Vous avez ici une liste d'épiceries d'exemples. Ça vient justement du site du gouvernement de l'Ontario. Donc, la liste peut être très longue. Il y en a plusieurs que je pense que vous les connaissez déjà, donc il n'y a rien de surprenant. Mais il y en a certaines que ça peut être intéressant, comme les opinions qu'on a de quelqu'un d'autre. Donc, si on est dans une organisation où dans le cadre d'une évaluation de performance, puis on partage, on note nos opinions sur cette personne-là, mais ça, c'est considéré comme un renseignement personnel. Donc, ça, c'est donc important. Donc, selon votre organisation, vous pouvez prendre, par exemple, cette liste-là, puis dire, OK, quels sont les renseignements que nous détenons, puis comment on les gère. Donc, ça peut être parmi le point de départ pour des bonnes pratiques si vous voulez revoir les vôtres. Puis, je vais approfondir un peu plus le sujet. Le deuxième concept clé, puis je l'ai déjà abordé un peu, c'est l'activité. Donc, qu'est-ce que vous faites vraiment? Est-ce que c'est une activité commerciale? Donc, on voit que, a priori, ce n'est pas juste de vendre des choses. Donc, on pense souvent qu'on est en train de vendre un produit. Mais ici, on voit que la location de liste de donneurs, l'adhésion ou de collecte de fonds peut être considérée comme activité commerciale. OK? Puis là, je ne peux pas donner d'exemple spécifique parce que selon vos différentes organisations, justement, cette notion-là de liste de donateurs, de donneurs ou de donateurs peut être variable. Mais ça, c'est vraiment les mots-clés qui vont entamer là, cette réflexion-là. Donc, quels sont les principes que vous devriez considérer donc à la base? Puis sans aller trop dans la théorie, mais en pratique, qu'est-ce que une autre liste d'épicerie de principes veut dire? Donc, ça, c'est la liste sur laquelle donc la loi fédérale est basée, mais plusieurs autres lois à travers le monde donc on utilise quelque chose de similaire. Des fois, les termes sont différents, mais on revient un peu à la même chose. Donc, le premier principe, la responsabilité. Donc, vous êtes responsable des renseignements personnels que vous détenez sur peu importe votre clientèle, vos donateurs, etc. Vous avez cette responsabilité. Dans l'exemple que André a partagé tantôt, si on partage ces renseignements avec une autre partie, mettons les coachs ou d'autres personnes, puis il y a un problème à l'autre niveau, mais vous redemeurez quand même responsable, okay? Parce que c'est vous qui êtes l'entité responsable de protéger ces renseignements. Okay? Donc, la notion de responsabilité est très importante. Puis, de plus en plus, comme dans la loi de l'Union européenne et dans la loi du Québec, on exige d'avoir quelqu'un qui s'occupe, qui est responsable et on peut frapper à leur porte et demander des questions. Il faut qu'il y ait une personne nommée responsable. Et si on n'en a pas un, par défaut, c'est comme le PDG ou c'est la personne la plus haut placée dans l'organisation. Donc, cette notion de responsabilité est très importante. La deuxième chose, le deuxième principe, c'est quand on prend les données, à quelle fin on l'utilise. Donc, si c'est une liste de noms, on prend les noms des joueurs. Donc, je reprends l'exemple de soccer tantôt. Donc, si on prend les noms pour offrir les services de coaching en soccer, puis c'est vraiment juste pour cette fin-là, il faut que ça soit clarifié. Si on décide de finalement donner cette liste à un vendeur de produits de soccer, c'est plus la même fin et ça, c'est un problème. Donc, il faut obtenir,
on passe au troisième principe, le consentement. Donc, une des autres bonnes pratiques, c'est de vous assurer, pas juste de remplir le formulaire, oui, quel est votre nom, etc., puis les autres renseignements dont vous avez besoin pour offrir votre service, mais est-ce que j'ai votre consentement pour collecter ces données et puis pour en faire tel usage? Donc, c'est pour gérer les équipes de soccer, etc., et non pas faire autre chose. Si vous voulez faire autre chose, tout à coup, vous avez une idée géniale pour, je sais pas, accélérer la carrière des coachs, enfin des joueurs de soccer, ben, il faudrait avoir une autre autorisation pour ces nouvelles fins. Okay? Donc, ça doit être, c'est pas juste le premier consentement. Si on change en cours de route le type d'utilisation qu'on va faire, c'est très important d'adapter aussi, puis de redemander le consentement. Le quatrième principe, puis qui est aussi en fait une bonne pratique, c'est de limiter la collecte. C'est de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes les informations que je collecte pour offrir mes services? Je suis pas experte en soccer, mais mettons que j'ai le nom, prénom, l'âge, est-ce que on a des problèmes de santé, la taille, le poids, l'adresse, mais si on pose d'autres questions, je sais pas, le niveau d'éducation, je sais pas quel autre genre de, je sais pas, vos informations de médias sociaux, etc. Est-ce que c'est vraiment pertinent à l'offre de service? Si c'est pas le cas, essayez de minimiser la collecte. Puis donc de limiter la collecte aux renseignements dont on a vraiment besoin pour nos services. Puis donc en même temps, on limite la collection, l'utilisation puis la communication. Puis ça, c'est souvent comme on veut garder tout, on va l'utiliser peut-être un jour, mais c'est préférable d'avoir dans notre politique de traitement, là, de conservation, après 2 ans, pour quelqu'un qui n'est plus de membre, on élimine, on va pas conserver les renseignements, on va les déchiqueter, on va les supprimer pour ne garder que le minimum pour le strict temps nécessaire, soit dans une loi, soit par rapport à l'offre de service. Okay? C'est comme nous, quand on garde nos rapports d'impôt pour, je sais pas, 7 ans ou peu importe selon s'il y a d'autres exigences, mais au-delà de ça, c'est préférable de peut-être pas les impôts, là, mais d'autres exemples là, de supprimer. L'autre facteur important, c'est l'exactitude. Si on prend de l'information, il faut s'assurer que c'est exact, puis de les faire valider. Donc, normalement, les personnes vont demander l'accès pour valider si ces données sont exactes. Sinon, ben là aussi, on se fie sur des données qui ne sont pas exactes. Il faut s'assurer que c'est sécurisé. Je vais aborder cette question-là dans quelques minutes lorsque je vais parler de cybersécurité, mais s'assurer que c'est protégé. Donc, si c'est une feuille que le coach, je reprends, désolé, encore l'exemple du coach, il y a tous les renseignements personnels sur un petit bout de papier, sur un terrain de soccer, puis là, la feuille s'envole avec ses renseignements. C'est peut-être pas les mesures de sécurité les plus recommandées. Donc, s'assurer qu'il y a des mesures pour protéger ces renseignements. Puis, plus elles sont sensibles, okay? Donc des renseignements sensibles, comme sur l'état de santé d'une personne, et plus le niveau de sécurité doit être élevé. La fameuse transparence, donc s'assurer de bien communiquer aux personnes desquelles on collecte les données, à quoi on utilise ces données-là. Okay? Donc ça, c'est de bonnes pratiques que c'est vraiment la base. Donc on revient, quand on a des hésitations, on revient aux principes de base qu'on a ici. L'accès, j'en ai parlé. Finalement, la possibilité de porter plainte. Donc, on va voir comme au fédéral et au provincial, les gens peuvent porter plainte au commissaire, donc selon la loi et donc l'entité applicable, si c'est le fédéral ou le provincial, pour enquêter. Donc, faites attention à ça. Dans les 2 prochaines diapositives, je vais un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'un consentement valable. OK? Puis, je les ai abordés. Par exemple, si on a le consentement, puis les fins
ou l'utilisation change, il faut redemander ce nouveau consentement. Mais le consentement peut être express. OK? Donc, oui, je consens à ce que mes renseignements soient partagés avec mon coach ou donc, puis surtout quand c'est très sensible, puis en fait, c'est peut-être la meilleure recommandation, c'est que ça soit positif. Oui, je consens ou je donne la permission de partager mes données. Mais parfois, il est implicite. C'est-à-dire que oui, je veux bien vous offrir mes services, mais si vous ne me donnez pas votre nom et votre date de naissance, ben, je ne peux pas vous offrir de service. Donc, ça va de soi que ces renseignements sont nécessaires pour l'obtention du service. Ou c'est logique avec l'activité qui est demandée. Et si le renseignement est public, donc là aussi, c'est un autre enjeu. Donc, par exemple, prenons n'importe quel répertoire téléphonique de certains employés ou on va sur un site Internet d'une organisation, puis on a la biographie de la personne avec ses coordonnées pour communiquer avec elle. Est-ce que c'est des renseignements personnels? En général, c'est pas le cas parce qu'elles sont rendues accessibles comme ça au public. Mais parfois, il peut y avoir des nuances quand l'information est rendue accessible, okay? Comme la personne qui partage l'histoire de sa vie dans un article, je sais pas, dans un journal ou une œuvre artistique ou littéraire. Mais les gens ont accès à ces informations, puis en connectant d'autres informations, là, on commence à avoir un peu plus de limites là. Est-ce qu'il y a vraiment du consentement ou pas? Mais généralement, tout ce qui est comme répertoire public de téléphone des employés, c'est pas considéré comme de l'information personnelle. Mais si on appelle, puis est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone portable du directeur de l'organisme? Là, évidemment, là, on est dans les limites à ne pas dépasser. Puis dans le cas d'impartition, donc si on sous-traite certains services, là aussi, on reste responsable. Donc, il faut faire attention. Et ce qui est recommandé aussi, c'est que dans notre entente de partage avec ces tierces parties, c'est de prévoir les exigences. Donc, si pour vous, c'est important que vous respectiez une telle loi, que les mécanismes de sécurité soient d'un tel standard, il faut que ce soit aussi applicable à cette tierce partie. Puis c'est mieux de les mettre justement par écrit, par exemple, parce qu'en bout de ligne, vous allez être responsable si l'autre partie ne le respecte pas. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Donc, au niveau de la protection, on peut penser donc à différentes manières, puis vous êtes certainement au courant de plusieurs. Donc, le classique qui est les mesures physiques, comme les classeurs verrouillés avec un accès restreint. L'autre qui est parfois un peu plus difficile à cibler, surtout pour les peut-être plus petits organismes, c'est d'avoir comme des mesures vraiment organisationnelles, que seules les personnes qui ont besoin d'avoir accès à l'information aient accès à cette information-là. Donc, faites attention si vous travaillez tous sur un dossier partagé, OK, que ce soit sur votre serveur local ou sur un Google Drive ou n'importe lequel. Puis là, vous avez l'information de tout le monde. Ça peut être risqué. Est-ce que, je ne sais pas, le conseil d'administration et tous les employés ont besoin d'avoir accès à absolument tout? La réponse est probablement non. Donc, évaluer le besoin. Puis, former les personnes. Ça, c'est une des peut-être des choses de base, mais que je rencontre régulièrement. Les personnes sont peut-être moins familières avec l'univers en ligne et vont copier leur fichier de travail sur leur C, donc sur leur ordinateur. Il y a le risque que si l'ordinateur se fait voler ou, je sais pas, il brise, mais là, vous venez de perdre du travail qui vous appartient, mais il y a aussi ce risque que, je sais pas, si l'ordinateur est partagé avec quelqu'un d'autre qui n'a pas accès, mais il y a ce risque-là sur ces données-là. Donc, faites attention.
Puis évidemment, l'autre mesure à considérer, donc ça c'est parmi les bonnes pratiques, là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est les mesures technologiques, donc utiliser des mots de passe ou le cryptage. Donc c'est une technologie qu'on peut crypter pour s'assurer c'est pas n'importe qui puisse avoir accès sans donc des mécanismes de sécurité. Ça c'est vos fournisseurs de services informatiques qui pourront vous aider. Mais assurez-vous que votre personnel a des formations pour éviter le même mot de passe. OK? Vous avez tous entendu peut-être parler de l'histoire d'horreur comme mot de passe qui s'appelle on met 1, 2, 3, 4, 5 ou le mot de passe qui est collé sur un post-it devant l'écran ou c'est le même mot de passe qui est utilisé partout. Donc, c'est vraiment pas des bonnes pratiques. Finalement, ce que tantôt M. Dolan a mentionné, donc si ça arrive, donc il y a quelqu'un à consulter, une information, un renseignement, des fichiers qui n'étaient pas censés, puis il y avait de l'information qui pourrait causer un préjudice grave. Il y a des mécanismes. Donc, il faut aviser premièrement les personnes, puis vous avez peut-être vous-même dans les derniers mois reçu une notification de certaines organisations. Oui, alors vos données ont été compromises parce que, je sais pas, quelqu'un les a vendues ailleurs. Mais c'est dans le même principe. Donc, il faut aviser les personnes qu'il peut y avoir des risques parce que là, c'est leur nom, prénom, peut-être leur numéro de carte de crédit ou leur date de naissance qui a été partagé et de le déclarer au commissaire. OK, il faut envoyer la notification qu'il pourrait y avoir un risque sérieux. Puis, il faut faire attention, parfois, il y a une date. En général, c'est le plus tôt possible, jusqu'à environ 60 jours. Et de conserver ce registre. Donc, on a eu telle erreur. Puis ça, c'est des bonnes pratiques. C'est pas juste, on a eu un problème, on a fait une erreur, on répare, puis on passe. C'est de tenir ce registre-là, mais aussi pour apprendre. Donc, quelles sont les leçons apprises, puis comment on peut éviter cette erreur-là à l'avenir? Quels sont les mécanismes qu'on a mis en place pour éviter que ces atteintes aux mesures de sécurité soient rencontrées de nouveau. Pas besoin d'aller dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer, pour illustrer en fait les différences dans les rôles des commissaires, donc au niveau fédéral, au niveau provincial en Ontario. Ce qu'on constate, donc les deux peuvent enquêter, faire des recherches. Puis ici, par exemple, en Ontario, ils peuvent, mettons, enjoindre une institution à renoncer à certains modes de collecte. Donc, ils ont un certain pouvoir. Mais dans les deux cas, il n'y a pas vraiment de pénalité importante. Donc, oui, on va faire des petits changements. On va arrêter de collecter de l'information. Mais les changements qui s'en viennent ou qui sont proposés, c'est pour donner plus de mesures dissuasives, donc du mordant. Donc, si on ne respecte pas la protection, les renseignements des individus, puis de l'information qui est collectée, puis à quelle fin, le respect des principes, là, un peu ce qu'on a vu plus tôt, il peut y avoir des pénalités assez sérieuses. Donc, retour à la base. Quels sont ces principes, puis les mots-clés qu'on a vus? Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe? OK. Donc, cybersécurité. En fait, je pourrais dire sécurité tout court, mais on parle de cyber parce que, dans le fond, aujourd'hui, dans le milieu où on risque de collecter les données, on est beaucoup dans le monde, donc transformation numérique, donc on est plus dans le cyber. Mais c'est pas juste une chose qui dit ça, c'est la cybersécurité, mais c'est vraiment un ensemble de technologies, oui, mais aussi de façons de faire, des processus, des bonnes pratiques pour atténuer ces risques-là. Donc, votre objectif aujourd'hui, c'est de devenir expert en droit de la protection, mais c'est d'identifier les risques potentiels pour votre organisation
et de mitiger ces risques-là parce qu'on ne peut pas vraiment les éliminer complètement, mais c'est vraiment les meilleures pratiques pour le mitiger. Puis, quelle est la relation donc, entre vie privée puis la sécurité? C'est qu'elles viennent, donc même s'il n'y a pas une loi sur la cybersécurité, mais quand on parle de protection de l'information, protection donc de cette vie privée, puis on va à la base là, de l'information puis la donnée, mais c'est là où on va retrouver l'information dans la l'exigence dans la législation et qui requiert cette sécurité et ces protections additionnelles. Dans certains domaines ou industries, il y a des standards spécifiques sur la sécurité qui doivent être respectés. Si je ne peux pas donc généraliser, mais dépendamment de votre domaine, informez-vous s'il y a des standards que vous devez aussi respecter. Vous avez probablement déjà eu des formations sur la sécurité et tout ça, donc je n'irai pas trop dans les détails. Mais parmi les menaces que vous devriez être vraiment conscient, il y en a, la liste peut être plus longue que ça, mais c'est les classiques. Donc, les logiciels malveillants. On reçoit un courriel avec un fichier qu'on ouvre et puis là, ça installe un petit logiciel, une petite application sur notre portable, sur notre tablette, sur notre ordinateur qui peut aller fouiller dans qu'est-ce qu'on a dans nos fichiers. Donc, il faut faire attention à ça. Dans les cas un peu plus, moins drôles, c'est quand on fait face à un rançongiciel, c'est-à-dire que ce fameux logiciel va bloquer le système et puis il va falloir payer une rançon pour avoir accès à ce système-là. Donc, d'où des bonnes pratiques, des sauvegardes externes, etc. Donc, si on est face à cette situation-là, on sait que les données ne seront pas compromises et puis on peut récupérer la copie de sauvegarde et continuer notre travail. Ce qu'on appelle les brèches ou atteintes à la protection. Donc, c'est quand donc, que ce soit juste aller fouiller là, dans les données ou justement, comme les exemples qu'on a mentionnés un peu plus tôt. On voit de plus en plus aussi ce qu'on appelle ingénierie sociale. Donc, ça fait partie aussi de l'hameçonnage. Vous recevez certainement tous peut-être des textos ou d'autres types de messages. Vous avez gagné tel montant, appuyez sur un lien pour récolter votre fortune. Puis là, vous tombez donc dans le piège, soit pour aller vers un site malicieux ou des fois, on va aller vers l'harponnage, c'est-à-dire qu'une organisation criminelle a pris du temps de s'informer plus sur vos habitudes, de s'informer. Des fois, vous avez peut-être les courriels qui viennent du patron, et puis là, vous pensez que c'est crédible parce que ça vient du patron, alors que c'est malicieux. Donc, ça, c'est des exemples que vous avez. Et puis, de plus en plus, on retrouve aussi comme les domaines de premier niveau, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'information qui semble très officielle d'un pays ou comme gouvernemental, mais finalement, on clique, puis finalement, évidemment, ça nous amène à un autre site malicieux. Puis c'est là où il faut vraiment faire attention en appuyant notre curseur, aller voir vraiment est-ce que c'est le bon site, parce que le lien, l'image du site peut être copiée sur le site malicieux. Donc, ça, c'est des exemples de menaces que vous avez probablement tous déjà rencontrées. Et puis, pour se protéger, évidemment, il y a beaucoup il y a beaucoup de méthodes. Je n'irai pas dans l'aspect technique. Okay? Je vous laisse le soin de communiquer avec votre équipe informatique pour, à la base, les antivirus, les pare-feux, tous les accès limités, les accès VPN pour vous assurer de ne pas, par exemple, utiliser des réseaux publics. Donc, toutes ces pratiques que vous devriez mettre en place dans vos organisations. Pardon, je vois une note ici. Très bonne question. Donc, les fournisseurs de services Internet sont-ils suffisamment redevables? Okay, souvent, donc, les registraires acceptent trop souvent les inscriptions. Exact. Donc, ils ne peuvent pas toujours
c'est une très bonne question. Puis en effet, quand vous allez avoir, si admettons une organisation qui subit de la fraude, est-ce que le fournisseur Internet va vraiment être redevable? Donc là aussi, ça dépend des mécanismes de protection qu'il était censé mettre en place. Ou, je pense aussi à un exemple, les banques, jusqu'à quel point elles sont redevables. Donc, justement, plus tôt cette année, j'étais confrontée à une situation comme celle-là où un organisme a eu une fraude de chèque, un truc simple, qui a été détecté assez tôt. Puis, on était quand même chanceux parce que la banque a bloqué, donc a remboursé l'argent, mais dans d'autres cas, les banques refusent de rembourser les personnes qui font face à ce type de fraude en disant, mais c'était à vous de prendre les moyens de vous protéger. Donc, autant mettre le plus de mécanismes en place parce que, justement, on n'est pas garanti que les autres organisations sont redevables, mais c'est de s'informer, est-ce que ces fournisseurs des services ont les bons moyens de protection, ont premièrement, la bonne expertise, puis quels sont les mécanismes de protection qu'ils ont en place pour vous appuyer dans votre offre de service pour éviter. Donc, on voit, c'est même pas des lois, là. Des fois, c'est des choses techniques, c'est des choses très, très pratiques, mais qui ont des conséquences assez fâcheuses. Un autre terme, donc toujours dans les concepts clés à garder à l'esprit dans vos bonnes pratiques, dans votre liste donc de choses à avoir, on a le concept de anonymisation. Donc, on recommande souvent aussi aux organisations qui détiennent l'information de anonymiser. Là aussi, je vous réfère, dans les ressources, j'ai mis quelques informations, je pense qu'il y a un site qui est pertinent là-dessus. Mais sachez qu'il y a deux façons, donc une réversible et une irréversible. Irréversible, c'est-à-dire que on supprime les données ou on les remplace complètement par autre chose, qu'il est impossible de revenir sur les données originales. Ou des fois, on va pseudo-anonymiser. Donc, c'est des remplacements de données que on a quand même la possibilité de revenir aux données originales. Donc, il y a plusieurs techniques, mais souvent, par exemple, quand vous avez des factures, vous avez par exemple une partie du numéro de la carte de crédit qui est remplacée par des X, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple que vous voyez souvent. Où on va crypter, où on va échanger les données, mais dépendamment de quelle infrastructure de données vous avez mis en place, c'est possible de retourner aux données originales. OK? Mais pour nos fins ici, juste sachez qu'il y a ces deux moyens. Irréversible, c'est peut-être le plus sécuritaire, mais peut-être pas le plus pratique pour vos opérations, pour vos activités. Mais dans votre réflexion sur comment on peut mieux protéger les renseignements personnels qu'on détient, c'est un des mécanismes qui est proposé pour les mesures de protection. Puis ça, c'est une autre liste de questions que vous pourriez vous poser. Donc, on a tel renseignement. Quelle est la sensibilité? Est-ce que c'est juste un nom, une adresse? Ah, une information, je ne sais pas, le numéro d'assurance sociale? On commence à être beaucoup plus sensible. Information sur la santé. Donc, d'évaluer la sensibilité puis le risque potentiel si cette information-là est divulguée. Est-ce que c'est prévisible? Le risque est prévisible. Si votre décalage, comme le mot de passe est affiché, ben c'est prévisible que quelqu'un ait accès de façon douteuse. Donc, puis la probabilité qu'un dommage puisse poursuivre. Donc, si notre coach de tantôt a l'information, puis ben, quel est l'impact que la liste de noms seulement soit divulguée? OK, est-ce qu'on a besoin? Donc, puis la gravité du préjudice. Si on a juste une liste de noms versus les autres informations, ben, c'est plus grave s'il y a d'autres renseignements.
Puis les coûts, donc souvent on dit, bon, surtout quand on est dans des petits organismes, on n'a pas les coûts, on n'a pas les moyens de moyens plus sophistiqués. Mais quelles seraient les conséquences si justement on fait face à une poursuite? Il y a toujours ce risque-là parce qu'on n'a pas bien protégé les renseignements de nos clients. OK? Donc, vraiment de faire attention. Puis, la fameuse question là est-ce qu'il y a des exigences additionnelles dans votre domaine? Si vous œuvrez, mettons, dans la santé ou vous avez des domaines comme ça, est-ce que vous avez des spécificités? Donc, maintenant, j'aimerais vous proposer quelques questions. Évidemment, ce n'est pas très détaillé, mais juste pour entamer une discussion avec vous. Donc, j'ai 3-4 cas que j'aimerais partager avec vous. Donc, Alex qui travaille chez ABC en aide, un ASBL qui aide l'éducation et l'intégration des nouveaux arrivants en Ontario. Un jour, Alex reçoit un courriel publicitaire qui ressemble beaucoup à ceux que l'équipe reçoit habituellement de leurs fournisseurs, accompagné d'un fichier. Alex le sauvegarde comme d'habitude sur son ordinateur et l'ouvre ensuite. Quel problème potentiel voyez-vous avec cette situation-là, donc? La garde sur l'ordinateur personnel, tout à fait. Oui, Faten. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire, le fait de sauvegarder un fichier et l'ouvrir après, donc ouais. Donc, premièrement, le fait qu'il y a une pratique de sauvegarder l'information sur son ordinateur, qu'il soit pour l'organisme ou son ordinateur personnel, il y a ce risque-là, donc on a un problème. Un malware, donc un logiciel malicieux. En effet, parce que là, s'il l'ouvre ensuite, il a le risque que finalement, c'est peut-être pas un bon courriel publicitaire, puis que c'est vraiment la brèche que des cybercriminels vont utiliser pour accéder aux données de l'organisme. Puis c'est souvent une approche qui est utilisée. Pour hameçonner comme ça un employé, on pense qu'on reçoit un courriel de quelqu'un avec qui on communique habituellement. Donc, c'est vraiment de faire attention. D'autres choses, puis on le voit souvent dans les brèches de sécurité, des fois des organismes ou même comme des organisations comme abus lucratifs, ils reçoivent ça, ils ouvrent le fichier, puis il n'y a rien qui se passe. Mais à leur insu, le logiciel malicieux va s'installer et puis c'est quelques semaines ou même des mois plus tard que ces organisations vont réaliser qu'il y a eu une brèche, qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que souvent on entend dire c'est pas donc tout le monde sait qu'on va être confronté à un problème. La question, c'est juste quand. C'est pas si on va l'être, mais c'est quand. Donc, c'est vraiment donc une simple situation comme ça. Puis comment on pourrait le prévenir? Donc, vous, comme organisme à but non lucratif, comment vous pouvez éviter ces situations-là? C'est ça, donc des exemples, donner des exemples des logiciels antivirus, puis des paramètres, donc de travailler avec l'équipe technique pour s'assurer que les paramètres des situations, puis la formation de ces employés-là. Donc, s'assurer qu'Alex reçoive la bonne formation, puis de l'aider à changer ses pratiques. Okay? Mais vous avez certainement tous connu des Alex. Peut-être que vous-même, vous êtes des Alex. Donc, des fois, on fait pas attention. Même moi, des fois, je vais sauvegarder un courriel sur mon ordinateur. Puis c'est après, ça nous avait un courriel. Exact. Donc là aussi, les risques dans les organisations, là, le fameux Gmail qui est partagé
comme une adresse courriel, mais tout le monde a accès avec le mot de passe. Qu'est-ce qui se passe si vous ouvrez puis il y a un risque? Des fois, on va prendre ces raccourcis de partager les mots de passe ou d'utiliser la même application plutôt que de payer un peu plus cher pour avoir des licences individuelles pour les différents membres de votre équipe. Mais là aussi, il y a des risques. Peut-être que vous connaissez les risques, vous pouvez contrôler ce que vous faites, mais vous pouvez difficilement contrôler ce que les autres font. Et quand vous êtes à la tête d'un conseil d'administration ou à la tête d'un organisme à but non lucratif, votre responsabilité peut être entraînée là-dedans. Okay? C'est un aspect que je n'aborde pas ici. Donc, la responsabilité des dirigeants, puis tout ça, puis les personnes impliquées dans l'organisation, mais c'est un risque important. Puis justement, quelques semaines plus tard, on apprend qu'il y a des renseignements personnels qui ont été compromis. Puis ça, c'est un classique là, qu'on voit, même avec les grandes organisations, là, des fois, même des institutions gouvernementales, on réalise quelques semaines plus tard, on a eu une brèche, puis là, c'était là depuis 2-3 mois, mais là, on vient de le réaliser. La situation 2, une employée marche vers sa voiture pour y déposer. Donc, ça, c'est comme un peu l'exemple de notre coach. Il a les papiers, puis il est sur le terrain de soccer. Est-ce qu'il a les papiers avec lui, puis il s'envole au vent? Ou une autre variante, on perd la clé USB ou l'ordinateur, on le laisse, il se fait voler. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quels sont les risques ici? Puis comment vous pouvez vous y prémunir? Est-ce que vous avez déjà rencontré une situation similaire, puis comment vous l'avez abordée? Je peux y aller, là. Oui, allez-y. C'est arrivé, effectivement. C'est pas dans le contexte d'un OSBL, mais un organisme privé qui est là pour faire des profits, là, et qui a effectivement, exactement, c'est dans un autobus. Ouvre un dossier, le dépose à côté sur le siège. Tout à coup, ça s'aperçoit qu'elle est à son arrêt, part avec la serviette, mais pas le dossier. Évidemment, ça contient des renseignements personnels. Alors, ça, ben, c'est évidemment, c'est plus de la prévention que parce que finalement, le dossier n'a jamais été retrouvé. On ne sait pas non plus si si les renseignements avaient été utilisés à mauvais escient par qui que ce soit ou ça a juste été perdu et détruit. Mais toujours est-il que le risque subsiste longtemps après l'incident et donc c'est plus des mesures de prévention qu'il faut mettre en œuvre, comme celle notamment d'avoir d'une part des backups, là, des renseignements, mais aussi l'autre d'avoir que tout le monde reçoivent l'instruction de ne pas se promener avec des renseignements personnels comme ceux-là, de les utiliser seulement dans des endroits sécuritaires, de ne pas les... Alors, au gouvernement, notamment, ce n'est plus permis lorsqu'il y a des renseignements de nature protégée. Les employés n'ont plus le droit de les amener à la maison, par exemple, pour travailler, parce que le danger de les oublier dans le coffre, sur le siège, l'auto se fait voler, sur le siège d'un transport commun. Alors ça, c'est désormais interdit. Puis même que des fois, ça peut aller jusqu'à obliger les gens à se servir d'un ordinateur qui est fixe au bureau et qui ne peuvent pas le transférer sur le réseau ou même sur le reste sur d'autres ordis. La même chose s'applique avec une clé USB. Il faut toujours y avoir un backup. Et puis dans le cas comme dans celui-là, un rapport, une personne à qui j'ai envoyé le lien Zoom a répondu en mon nom. C'est un rapport de police. Dans ce cas-là, effectivement, ça avait été fait là, pour l'employé qui avait oublié un dossier parce que au moins, ça dit que l'employeur a pris la situation au sérieux en faisant un rapport de police. Tout à fait, tout à fait. Puis, justement, dépendamment du contexte, peut-être qu'une notification du commissaire aussi aurait été nécessaire, mais en effet,
on connaît pas on connaît pas tous les dangers potentiels qui va l'utiliser. Est-ce que ces personnes-là vont aller vérifier, par exemple, je prends l'exemple sans faire de publicité pour n'importe quelle compagnie, mais par exemple, la compagnie Norton là, pour les antivirus, maintenant, on peut payer, évidemment, pour vérifier si nos données sont sur le black web, donc le dark web, pardon. Donc, vendus un peu sur des sites douteux. Mais c'est un exemple tout simple qui peut nous arriver à tous. On est tous humains, mais c'est de mettre vraiment en place. Donc, dépendamment du type d'information que vous avez, c'est de limiter la quantité de ces informations, de ces données au minimum que vous avez besoin pour vos services, mais aussi des risques potentiels. Je vois aussi dans les commentaires remplir c'est ça, comme pour les caisses, les banques, comme dans mon cas, en effet, c'est ce qu'on avait fait. Je vois aussi un autre commentaire, les dossiers physiques avec des informations personnelles ne devraient jamais sortir du bureau. OK? Puis là, aujourd'hui, avec le travail à distance, comment vous allez faire? Ou l'employé rentre au bureau 1 ou 2 fois par semaine ou peut-être 1 ou 2 fois par mois. Comment on fait pour mettre en place des mesures de protection? Effacer à distance le contenu est très important, mais combien de personnes sont familiers ou familières avec comment fonctionnent ces applications-là? Puis comment des applications, des fois, juste on prend une photo d'un texte et puis il va le transformer en texte exploitable et non pas juste image. Donc, il y a de plus en plus de méthodes sophistiquées pour donc, les personnes. Mais une erreur humaine comme celle-là peut causer de problèmes sérieux pour certaines personnes. Donc, une autre situation, donc, l'employé consulte des dossiers de certains de leurs collègues et des bénévoles sans avoir l'autorisation de le faire. Donc, le fameux snooping ou le fouinage. OK? Donc, dans ce cas-là, surtout comme dans le domaine de la santé, il y a eu des cas où justement la Cour a trouvé que oui, c'était donc du snooping, c'était interdit, c'était illégal de le faire. Mais évidemment, là aussi, ça va dépendre du contexte. Est-ce qu'on l'a fait par erreur parce qu'il n'y avait pas de mécanisme de protection du genre l'accès est permis seulement aux personnes qui ont besoin d'avoir accès à l'information, mais aussi de faire attention au fouinage. Puis comment on peut mettre en place des accès limités, donc à seulement les personnes qui sont censées voir toute l'information. Une dernière situation, donc une employée dans un OSBL aime être productif. Et on est efficace, puis on veut utiliser la technologie, on veut embarquer dans la transformation numérique. Donc, on utilise ChatGPT pour préparer une stratégie de communication au donateur et pour comparer 2 documents pour faire plus vite parce qu'on est productif. Mais les documents contiennent des renseignements au sujet des clients et des donateurs ainsi que des informations au sujet des différentes sources de financement. Quel risque voyez-vous là-dedans? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté avec ChatGPT. Donc, on parle, donc c'est le buzzword de l'année, je pense. On en parle beaucoup. Puis il y a plusieurs applications. Donc, il y a une évidemment gratuite que tout le monde peut utiliser, puis il y a des versions payantes où seulement les organisations qui ont ça offre des services un peu plus sophistiqués puis un peu plus poussés. Mais le danger ici par rapport à notre sujet de protection des renseignements et de la cybersécurité, en effet, comme Marie-Claire le mentionne, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que là, vous partagez, puis si vous lisez les conditions d'utilisation de ces sites, donc je ne l'ai pas abordé ici, mais quand on lit les conditions d'utilisation des sites, même la compagnie qui a développé ChatGPT, vous dit, on ne vous garantit rien. Nous, on veut prendre vos informations pour rendre nos systèmes plus sophistiqués, plus efficaces.
Mais là, si vous donnez de l'information confidentielle, ça peut être recyclé quelque part. Donc, ils ne peuvent pas garantir comment leurs systèmes vont utiliser ces renseignements. Donc, faites attention à ces nouvelles technologies qui, justement, viennent faciliter notre travail, mais s'assurer d'éliminer tout à fait. Donc, un autre excellent exemple, les logiciels DeepL, OK, ou même des logiciels comme dans Word, on a un petit traducteur peut-être moins sophistiqué que DeepL, mais là, si vous avez justement une communication assez stratégique, assez confidentielle, puis là, vous vous mettez dans ce système public, évidemment, les organisations qui ont plus de moyens, ils vont développer ou demander un service peut-être plus personnalisé, puis faire développer des options qui évitent peut-être certains dérapages, mais il y a ce risque-là. Donc, soyez conscients là-dessus. Donc, toujours par rapport aux employés, c'est pas tout à fait relié à la cybersécurité et tout ça, mais par rapport au respect de la vie privée. Mais depuis octobre 2022, les organismes, donc les employeurs de plus de 25 personnes doivent avoir une politique. Donc, s'ils surveillent leurs employés, il faut qu'ils le divulguent et de quelle manière. Puis, en effet, l'intelligence artificielle, je n'ai pas abordé les détails, mais comme ChatGPT, c'est une forme d'intelligence artificielle. DeepL, c'est une forme d'intelligence artificielle. Donc, toutes ces nouvelles technologies, sans devenir des techniciens, mais c'est d'apprendre quels sont les risques pour nous, pour votre organisme, et peut-être limiter leur utilisation au besoin. Les changements à considérer aussi. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Nathalie, pour l'autre exemple que vous partagez. Où les gens vont placer des photos, puis on va manipuler les photos avec l'intelligence artificielle. Ou des fois, si vous recevez, je sais pas, une invitation d'amis, vérifiez. Donc, si vous voyez comme quelque chose qui ne correspond pas vraiment avec cet ami-là, de faire valider la photo. Il y a des applications, même sur Google, vous pouvez faire une recherche inversée pour valider et vous remarquez qu'il y a beaucoup de faux profils. Donc, on a parlé de Facebook, mais c'est la même chose avec Twitter, là, le nouveau X ou d'autres profils pour justement aller chercher de l'information, devenir des amis, devenir des connexions professionnelles. Mais c'est juste pour avoir encore plus de renseignements à votre sujet. Donc, c'est pas pour vous déprimer et tout ça, mais tout ça pour dire que c'est comme tout. Il faut être vigilant, il faut connaître qu'est-ce qui pourrait s'appliquer à vous. Et donc, du point de vue juridique, il y a des risques, comme dans tout. On ne peut pas les éliminer complètement, mais c'est de voir de quelle manière on peut les mitiger, on peut les réduire. Et parmi les lois qui s'en viennent, donc ça, c'est la loi fédérale. Donc, le nom est très long, mais en fait, c'est 2 lois. Une qui touche spécifiquement l'intelligence artificielle et une qui modernise un peu plus le cadre que j'ai mentionné plus tôt au niveau de la protection de la vie privée. Mais c'est ça, donc il y a plus d'obligations de conformité. Donc, les mêmes principes que j'ai parlé, mais encore plus forts. Donc, avoir des personnes responsables, il y a des amendes. Donc, on va chercher un peu le mordant qui nous manquait dans les autres lois pour aller rejoindre un peu plus le cadre qu'on retrouve dans l'Union européenne. Et au Québec, c'est la première province qui a justement la loi avec le plus de mordants. Puis les changements ont été implémentés sur 3 ans. Donc, l'année dernière, en septembre, il y a une première série de changements, notamment comme désigner une personne responsable, des mesures, donc de mettre en place là, les mesures raisonnables pour diminuer les risques. Cette année, en fait, demain, c'est ça, le 22, après-demain, il y a d'autres, donc la deuxième partie va être mise en vigueur, donc plus de politiques et des pratiques qui vont encadrer, donc toutes les organisations doivent avoir donc certaines exigences supplémentaires. Puis l'année prochaine, donc en 2024,
Donc, il y a d'autres mesures additionnelles. Donc, si vous transigez avec le Québec, c'est très, très important de consulter à ce sujet-là. En Ontario, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je l'ai mentionné, puis vous l'avez ici. Donc, c'est pas en vigueur, il n'y a pas une loi. Donc, c'était une consultation, mais on voit la tendance là, puis comment elle pourrait vous affecter. On veut aussi donner plus de pénalités, plus de pouvoir. Okay? Donc, puis même ajoute l'exigence de la fameuse anonymisation que j'ai mentionnée plus tôt. Okay? Donc, il y a des choses que vous devriez déjà vous prévenir, puis mettre en place, puis il y a des choses qui s'en viennent. Puis le message final, c'est vraiment d'être au courant des principes de base que vous devriez connaître, puis d'implémenter des meilleures pratiques. Donc, si votre organisation n'a pas une politique de confidentialité et de protection, puis qui est communiquée aussi à votre clientèle ou les personnes de qui vous collectionnez les données, c'est important de le faire. Considérez donc les lois si vous avez des personnes, si vous avez des activités dans d'autres provinces ou ailleurs dans le monde. Qui est responsable? Sinon, par défaut, c'est la personne la plus élevée. Formation du personnel, on a parlé. Puis à la base, effectuer un inventaire des données. Donc, des fois, ça peut être un exercice fastidieux, mais c'est important de connaître. Donc, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, on ne peut pas connaître l'ampleur des risques si on ne mesure pas les données dont on dispose. Puis de dire, OK, est-ce que finalement, quels sont nos risques? Puis vous avez quelques questions proposées ici. Mettre en place les mesures qu'on a discutées, puis connaître vos obligations. Est-ce que vous devez divulguer, est-ce que juste un rapport de police ou aussi divulguer à d'autres organisations? Puis d'être conscient que possiblement vous avez peut-être des obligations de répondre à des demandes d'accès à l'information, que quelqu'un puisse vous demander donc quelles sont les informations à notre sujet, puis les divulguer, okay? Possiblement. Donc, les lois actuelles ne s'appliquent pas comme à 100% à vous, mais on ne sait jamais. C'est peut-être, en fait, la réponse. Adopter les meilleures pratiques, communiquer avec les parties prenantes. Donc, qui sont vos collaborateurs, que ce soit le coach, que ce soit le voisin, que ce soit d'autres organisations à qui vous partagez de l'information pour avoir des nouveaux services ou un échange de services. Donc, faites attention à ça. Puis dans la fin de la présentation, je vous partage un certain nombre de listes de ressources utiles. Puis il y a même justement, comme il y a même une organisation qui aide au niveau de la résilience numérique qui pourrait vous être utile. Et une autre ressource que je vous recommande, il y a justement un webinaire ici sur Charity Village je trouvais que c'était pertinent pour aller peut-être dans certains aspects techniques que j'ai abordés. Si vous êtes intéressé à savoir plus sur l'anonymisation, donc vous avez ce site-là aussi. Finalement, la dernière ressource, même si elle vient de l'Alberta, je la trouve vraiment très intéressante. Donc, si vous voulez repartir avec, on veut sortir une liste de vérification de choses qu'on doit faire. Mais ça, c'est vraiment une belle liste. Malheureusement, elle est juste en anglais. Enfin, je ne l'ai pas trouvée en français. Mais ça, c'est aussi peut-être utile. Il nous reste un petit 2 minutes pour des questions. Vous avez aussi mes coordonnées. Je suis sur LinkedIn et en cliquant sur la barre ici, ça vous amène directement là-bas. Je vais partager mon courriel dans le chat si vous voulez communiquer avec moi dans le chat. Je ne voulais pas l'afficher ici directement. Mais j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ce n'était pas trop lourd. Puis que vous allez repartir avec vraiment quelques pistes utiles.